la maison de Gardanne, qui est une institution de soins palliatifs et que vous avez eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises dans cet espace éthique pour parler de la fin de vie. Il est déjà venu en février dernier, mais à l'occasion de cette commémoration de la loi du 4 mars 2002, je lui ai demandé, il a volontiers accepté, s'il pouvait nous parler des décisions difficiles pendant toute la période des années SIDA, qui a été le sida un traumatisme et un tremblement de terre aussi dans l'institution médicale. On a vu déjà les signes avant-coureurs de la loi du 4 mars 2002 apparaître. Et donc, Jean-Marc, tu vas nous parler de ces années sida à travers des décisions difficiles, étant donné que tu as été toi-même impliqué. Et c'est cette histoire qu'on aimerait connaître parce que beaucoup dans la salle n'étaient même pas nés quand ce drame sanitaire s'est déroulé. On va t'écouter avec beaucoup d'attention. Je vais enlever le masque parce que là, on commence à respirer. Bonjour, donc ce micro ne tenant pas, je vais me mettre en face, c'est bon. Ben, écoutez, c'est toujours un plaisir de venir partager un moment avec vous et puis c'est très intéressant d'écouter Jean-François Mattei, comme toujours. Alors, évidemment, par rapport à ce que je pourrais dire sur le sida, il y a aussi des choses qui me sont venues à l'esprit tout en l'écoutant. Et je parle combien de temps? 3 quarts d'heure. Non, mais oui, pour que vous ayez le temps de poser des questions, 3 quarts d'heure maximum. Maximum. Et donc, je vais essayer de vous raconter cette histoire. Et puis, j'aimerais bien, j'avais fait une conférence il y a quelque temps en partant du principe, comme le livre Cyrulnik, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la période de Covid, on a reproduit des choses complètement identiques par rapport à ce qu'on a vécu autour du VIH. Les mêmes comportements ont émergé, qui sont toujours des comportements de peur, de rejet, d'inquiétude, comme on le voit chaque fois qu'on est confronté à quelque chose de nouveau et qui nous agresse. Moi, j'étais généraliste quand le sida est arrivé, quand les premiers cas de sida sont arrivés en France. Et en 84-85, on a commencé à suivre, dans mon cabinet, en tout cas, j'ai commencé à suivre un certain nombre de patients. J'étais tout jeune médecin. Maintenant, quand je compte, évidemment, c'était il y a 40 ans. C'est terrible. Mais bon. Et du coup, j'ai été interpellé par un certain nombre de choses, à la fois le comportement des professionnels, à la fois le comportement des individus. Hein. Et je vais vous raconter la première personne pour laquelle j'ai découvert qu'elle était séropositive. Et en fait, c'est la première personne qui a eu le premier test que j'ai prescrit. Le premier test que j'ai prescrit était positif. Et vous savez, quand vous êtes jeune médecin, vous passez beaucoup d'heures dans votre cabinet. Pas du tout parce qu'il y a beaucoup de monde, mais surtout pour ne pas en rater un s'il arrive. On va essayer de quand même... Maintenant, évidemment, la médecine a changé, mais c'était un peu comme ça. Et j'étais à Aix-en-Provence, pour Mirabeau, j'ai trouvé des copains avec qui on faisait un petit groupe. Et au-dessus, il y avait des avocats. Il y a une femme avocate qui s'arrête au moment où j'allais partir à 20h et qui me dit bon, j'aimerais bien vous voir, je suis un peu fatigué en ce moment, mais je dis ben, venez. Non, non, mais il est tard, si, venez. Je dis quand même, je n'ai pas vu personne de la journée. Si je l'avais à 20h, on aurait au moins vu une. Et puis, je lui prescris une série d'examens parce qu'elle était fatiguée. Et j'avais une pharmacie en bas, le labo au même étage. Et donc, on fait une prise de sang et le laboratoire m'appelle en me disant « il n'y a plus de globules rouges, plus de plaquettes, plus de globules blancs ». Donc, je l'appelle et je lui dis « écoutez, j'ai téléphoné au service hospitalier, vous rentrez sur le champ à l'hôpital parce que vous avez un problème sérieux. » Alors, je lui dis « vous êtes un jeune médecin, je comprends que vous inquiétiez, moi je dois plaider. » Et tout. Je dis « non, 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 vous rentrez immédiatement à l'hôpital. » J'ai réussi à la convaincre, elle est entrée à l'hôpital et elle avait un syndrome de Moscovitch, qui est il y avait 50 cas à l'époque décrits en France, donc 99% de décès. Elle a été hospitalisée à Aix, puis envoyée à Marseille dans un service adéquat et là-dessus on lui a fait des transfusions. Et en la transfusant, on l'a contaminée avec le VIH. Donc elle ressort de l'hôpital sans aucune information. Et
elle revient me voir en disant oh, je suis quand même fatiguée et tout. Elle a surmonté toute cette épreuve. Et je lui dis écoutez, quand même, vous avez eu des transfusions. Alors, on va faire quand même un test. Les tests viennent de sortir. Je vais peut-être la première à qui je vais le prescrire, mais il faut le faire. Et il arrive positif. Donc, j'appelle aussitôt le service hospitalier. Il me dit oh là là, oui, on le sait, mais on n'osait pas lui dire. Elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas informé, qui n'était pas. Donc, voilà, c'est juste une réflexion. Quand je vais être très décousu, pour certains, vous me connaissez, hein, donc mon esprit s'évade et vous allez avoir quelques petites histoires. Mais un jour, comme ça, donc, bon, je me suis occupé de pas mal de malades, c'est ce qui a été le fruit d'ailleurs de la création de la maison, puisque j'étais très heurté par le comportement hospitalier face à certaines situations. La première, une situation qui me vient à l'esprit, c'est pour ça que c'est dans le je me souviens, c'est comme on ne savait pas très bien comment ça se transmettait, on le savait, mais en tout cas les peurs l'emportaient sur le reste, on mettait des pastilles rouges au pied des lits quand quelqu'un était séropositif. Et nous, on voulait lutter contre ça, parce que c'est discriminatoire, et quand on en discutait à l'hôpital, on disait oui, mais c'est pour protéger les équipes, parce que quand les gens sont séropositifs, ils peuvent être à risque pour quand on fait une prise de sang ou quelque chose. Et nous, on disait, mais il y a des gens qui sont en phase de séroconversion. Donc, dans cette phase-là, ils sont négatifs et ils sont contagieux aussi. Mais ça ne pouvait pas passer. Donc, on passait derrière les infirmières et on mettait des pastilles rouges à tout le monde. Donc, puisque nous, on pense que tout le monde est potentiellement à risque, donc on met des pastilles rouges à tout le monde. C'est comme ça qu'on a réussi à enlever les pastilles rouges. Un jour, je faisais quelques conférences, on s'était organisé en association et tout, et je décide de faire des formations, des échanges le soir avec des médecins généralistes. Je voulais raconter 50 fois, mais elle me plaît trop cette histoire. Et puis, je leur dis, quand vous prescrivez une sérologie positive à quelqu'un, une sérologie VIH à quelqu'un et qu'elle est positive, qu'est-ce que vous faites? Et tout le monde, unanimement, c'était que des généralistes. On l'envoie à l'hôpital parce que nous, on ne connaît pas cette pathologie. Vous savez, dans les années en 84-85, on travaillait sur un polycope sur le VIH qui faisait 30 pages. 30 pages entre les deux. On n'avait pas plus d'infos. Et donc, les médecins généralistes me disent, dès qu'on est séropositif, on l'envoie à l'hôpital parce que c'est pas faire. Donc, je me dis, ce soir, il faut vraiment que j'arrive à leur expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça, de faire un bilan sanguin, la régularité. J'explique tout ça. Et à la fin de ma conférence, je leur dis, et maintenant, quand vous aurez un cas de séropositivité, qu'allez-vous faire? Et ils m'ont tous répondu unanimement, on te l'enverra. Donc, je crois que tout ça pour dire que la peur, elle existe partout, et elle existe aussi dans le monde soignant. Nous, on faisait tout pour garder les gens à domicile parce qu'il y en a qui cumulaient jusqu'à 8 mois d'hospitalisation par an. Parce qu'avoir le VIH, c'était une chose, mais après avoir 1, 2, 3, 4 maladies opportunistes, c'était autre chose. Ça voulait dire qu'il fallait à chaque fois rentrer à l'hôpital. Donc, on essayait de garder le plus possible les gens à domicile à une époque où les seringues, c'était difficile de les mettre dans des boîtiers, il n'y avait pas des boîtiers spéciaux, donc les gens mettaient ça dans les poubelles de l'immeuble, donc les gens de l'immeuble étaient terrifiés, bien sûr. Et une infirmière, un jour, me dit, écoutez, je vous appelle, je ne peux plus aller chez cette personne parce que c'est trop dangereux. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de vivre. Je dis, oui, je pense effectivement que ça va se terminer dans quelques temps. Elle me dit, vous comprenez, on m'a expliqué que quand les gens étaient en fin de vie, ils avaient tellement de virus dans le corps que ça sortait par la bouche quand ils nous parlaient. Et là, il ne faut pas rigoler. Parce que la tuberculose, ça s'attrapait comment? Ces époques-là, qui sont lointaines pour vous, qui étaient un peu moins pour nous, les gens ne passaient pas dans la rue où il y avait un signal sur la porte pour dire qu'il y avait des tuberculeux, de peur de l'attraper, ils contournaient le quartier. Donc oui, on pouvait tout à fait penser ça. C'était faux, mais on pouvait le penser. Des histoires comme ça, il y en a pas mal. Hein. Et donc, du coup, c'est vrai que sur cette époque, je me suis questionné sur qu'est-ce que c'était pour nous le risque d'être confronté à quelqu'un qui avait une pathologie comme ça, contagieuse, alors qu'on a appris très vite qu'elle n'était pas contagieuse, mais contaminante.
Un jour, on m'appelle à 8 h du matin pour me dire, pour me pourrir au téléphone. C'était une dame qui était à l'hôpital. Je suivais sa fille depuis longtemps. Elle était séropositive, elle avait un sida déclaré. Et cette même fille avait une fille. Donc la grand-mère s'occupait de sa petite fille. La petite fille n'était pas contaminée. Et donc sa fille décède dans la nuit, vers 5 h, 6 h du matin, peut-être un peu plus tôt. Elle n'a pas voulu réveiller sa petite fille. Elle a voulu aller à l'hôpital avec sa petite fille au dernier moment, vers 8 9 h, pour aller voir la maman qui était décédée. On avait discuté de ce risque-là avec la famille et tout. Et elle arrive à l'hôpital et on lui dit que ce n'est pas possible de voir le corps. Parce que le corps, dans les heures qui ont suivi, était dans un cercueil zingué, par peur de contagiosité. Elle a fait un tel scandale à l'hôpital qu'ils ont ouvert le cercueil. Ils lui ont montré qu'elle était posée nue dans le cercueil, sans aucun soin particulier. Elle m'a appelé pour me dire ce qu'elle pensait, tellement elle était dans tous ses états. Je ne vous cache pas que j'ai fait la même chose quand je suis entré dans le service 2 heures plus tard. Parce que c'était quelque chose d'absolument honteux. Et vous voyez, ces choses-là, pour moi, qui étais jeune médecin, c'était des choses qui ne me venaient pas à l'esprit. Je ne pouvais pas penser que des choses comme ça puissent exister. Je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé avec les décès des gens qui avaient le Covid, que les gens n'avaient pas le droit de voir. Moi, j'ai pris des photos de gens qui étaient morts pour pouvoir, parce qu'on ne pouvait pas m'empêcher de rentrer quelque part quand vous êtes médecin. En plus, donc, je suis un vieux médecin sur Aix-Toulon, on se connaît tous, enfin, en tout cas, il y en a qui me connaissent. Mais je veux dire, à un moment ou à un autre, on ne m'empêchait pas de rentrer. Mais les infirmières qui me connaissaient, elles me disaient, venez, on va à la mort, mais ne le dites à personne. Je leur dis, on ouvre le sac, je veux prendre la photo. Les familles sont loin, elles ont besoin de voir. On a reproduit ça depuis combien de temps? Sur la question des maisons de retraite et tout, le soi-disant protection des uns et des autres, franchement, c'est honteux. Parce que quand, je fais toujours la corrélation avec le VIH, les premiers patients VIH, je pense à un patient, c'était un oiseau sur une branche, je le qualifie comme ça. C'était un de nos premiers patients qu'on avait accueilli à la maison, et puis il a eu une appendicite, il a fallu l'hospitaliser. Donc je vais le voir à l'hôpital, il me dit, oh là là, vous ne pouvez pas entrer dans la chambre, il est séropositif, donc vous devez mettre une blouse, enfin bon, tout ce qu'il faut, vous entrez dans la chambre, vous ne pouvez pas le toucher. On entrait dans la chambre, on enlevait tout, on l'embrassait, on demandait comment il allait et tout, par provocation, bien sûr. Mais pourquoi, dans le cadre du Covid, on n'a pas fourni des blouses aux gens, des bavettes, des gants pour qu'ils puissent aller voir leur famille, plutôt que de leur interdire et leur autoriser une demi-heure par semaine en maison de retraite? Parce que là, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur la question du pouvoir. La question du pouvoir, c'est la question de la maîtrise. Et quand on est dans une situation où on peut maîtriser et montrer à l'autre que, clac, là c'est difficile. Et vous voyez, à la maison de Gardanne, on a une formation, on a un travail, on travaille sur tous les détails de tous les jours. Et bien aujourd'hui, qu'on ouvre progressivement, on a des familles qui sont plus explosives que d'autres. Ces derniers temps, donc c'est 2 visites par après-midi. C'est la règle. Il n'y a pas une seule situation où on respecte cette règle. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir une règle et de savoir pourquoi on ne la respecte pas. Et donc, l'autre soir, dans la chambre, ça on peut comprendre pour l'aération de la chambre et tout, l'infirmière m'appelle et dit, écoute, là maintenant, avec cette famille, c'est plus possible. Ils sont 4, et là, moi, ils ne m'écoutent pas. Il était 9 h du soir, je suis tard, je n'ai vraiment pas envie de revenir. Ce n'est pas ça l'argument. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux leur mettre la pression? Où est le problème là? Parce que la règle, c'est 2. Et alors? Ils sont là depuis 2 heures. Ils vont rester plus tard. Où est le problème? Cette notion qu'on a de maîtrise, et les soignants que nous sommes, on est très forts là-dedans. Et les médecins, pareil. Alors, bon, je ne peux pas m'empêcher de parler de la question du pouvoir médical, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, la responsabilité revient aux médecins à un moment ou à un autre. Mais comment on exerce cette responsabilité? Quand il y a eu les lois de 2002 de Kouchner et quand il y a eu le plan cancer de Chirac, on a instauré une consultation d'annonce. Et on a dit aux médecins, maintenant vous devez dire la vérité.
Juste avant ça, la maison avait ouvert en 1994, donc on avait déjà une certaine expérience sur certains patients. Les malades atteints de sida ne voulaient surtout pas que leur famille sache qu'ils avaient le sida parce qu'il aurait fallu expliquer comment ils l'ont attrapé. Et donc, on était tenu au secret professionnel, c'était absolu. Les malades, et les malades disaient, ne vous le dites pas. Quand les parents de ces malades, parce que souvent c'était une génération plus jeune et on avait des parents, ils disaient, mais on voit qu'il va mourir, docteur, de quoi il va mourir? Je disais, mais je ne peux pas vous répondre, c'est le secret professionnel. Mais on avait installé des chambres pour les familles dans l'établissement. À l'époque, on n'avait que 12 lits, en se disant, si les familles dorment là et les chambres étaient gratuites, ça veut dire qu'il va y avoir un temps d'intimité entre le patient et la famille, et ce temps d'intimité le soir, quand il y a moins de monde et tout, ben peut-être que ce temps d'intimité-là, il permettra de libérer la parole. Et c'est ce qui s'est fait certaines fois et pas toujours. Par contre, les familles des malades qui avaient le cancer étaient souvent de la même génération que les familles de ceux qui avaient les malades de sida. Et eux, c'était leurs parents. Et ils nous disaient surtout, ne lui dites pas qu'il a le cancer, ça le tuerait. Ce que je vous dis, vous n'ignorez pas. Hein, et donc, du coup, on a trahi le secret professionnel pendant des années allègrement, parce qu'on disait à l'autre ce que lui aurait dû savoir. Peut-être qu'il savait déjà, peut-être qu'il le pressentait. Vous savez, quand on est malade et qu'on va mal, on pense au pire. On n'a peut-être pas envie d'en parler, mais on pense au pire. Moi, j'ai refait mon testament plusieurs fois. Chaque fois, j'ai une grosse grippe, parce que je ne pense pas d'être malade. Mais on pense au pire, mais on ne peut pas l'évoquer. Et le fait de ne pas parler du pire, on parle de déni. Moi, je crois peu au déni. Je crois que ça existe, le déni. Mais je crois beaucoup plus qu'il y a de la dénégation. C'est-à-dire que le déni existe. Mais la dénégation, il y a des psychiatres qui sont là, qui travaillent en psychiatrie, c'est une incapacité de parler de quelque chose, mais on sait que ça existe. Le déni, on pense que ça n'existe pas. Et la dénégation, ben oui. Et est-ce qu'on doit provoquer les gens? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout? Ça, chaque histoire est différente. Donc, la question du pouvoir médical, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On disait la vérité aux malades, c'est-à-dire, on disait, il vous reste 3 mois à vivre, il fallait dire la vérité aux malades. Les gens qui avaient une attitude de pouvoir, qui disaient aux malades, voilà ce que vous devez faire une chimio, vous devez prendre un traitement, vous devez suivre mes consignes. C'est ça le pouvoir médical à un moment. Et quand on leur dit, ben, c'est fini, il faut dire la vérité aux malades, il y a des gens qui ont compris ce que c'était que ce message, et d'autres qui n'ont pas compris. Ils se sont comportés de la même manière, mais de l'autre côté de la ligne, en disant, il vous reste 3 mois à vivre. Si vous ne prenez pas le traitement, il va vous arriver ça. Vous voulez la vérité, ben vous l'avez. Et je pense à une patiente qu'on a reçue comme ça, une jeune femme. Elle arrive chez nous, et un matin, je ne raconte pas l'antériorité, parce que j'aurais eu tout content dans le service. Et puis, elle me dit, voilà, je veux vous voir. On n'avait pas encore la sédation profonde et continue, qui est des fois une manière déguisée pour certains patients de pouvoir demander une euthanasie. En disant, est-ce que je rentre dans le cadre parce que moi, je ne veux pas continuer à vivre. Elle me dit, je ne veux plus vivre. J'ai une maladie d'Hodgkin et je respire mal, je m'étouffe. Moi, cette vie-là ne m'intéresse pas. Il faut m'aider à en finir. Et puis, j'essaye de creuser un petit peu plus. Et au bout d'un moment, elle me dit, voyez, ma mère s'occupe de mon enfant qui est très jeune, 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus maintenant. Chaque fois qu'il me voit, il refuse de venir dans mes bras, il pleure. Et oui, son enfant pleurait parce qu'elle était bourrée de cortisone, donc son visage avait changé, elle avait perdu les cheveux, et son enfant ne la reconnaissait pas. Et pour elle, ça, c'était insupportable. Et elle respirait difficilement, souvent en hyperventilation, et donc elle se mettait en détresse respiratoire. À ce moment-là, on a travaillé avec elle. Alors, je reprends. C'était une critique que je voulais faire à Jean-François Matif, je le fais, donc il est parti. Donc, quand on dit que quand on donne des sédatifs ou de la morphine, on va avoir des détresses respiratoires. Non, pas du tout, on n'a pas de détresse respiratoire quand on donne la morphine, c'est quelque chose maintenant qu'il faut oublier. Et donc, on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de la morphine pour justement avoir une dépression respiratoire pour qu'elle ne lutte pas et qu'elle puisse respirer un peu mieux. Et elle s'est mise à respirer un peu mieux. Et on s'est dit, au lieu de lui continuer la cortisone tout le temps, on va l'arrêter. Et on mettra la cortisone à forte dose sur 2-3 jours, uniquement les jours où elle est en détresse sans difficulté. Et petit à petit,
son visage s'est aminci, elle a un peu de cheveux qui ont poussé, et petit à petit, son bébé lui est revenu dans les bras. Et à ce moment-là, elle n'avait plus forcément envie de mourir. Donc la situation s'améliore, elle nous dit, ben, maintenant je voudrais rentrer chez moi. Donc, je pense que le médecin que je suivais m'a... Peut-être qu'il s'est trompé sur mon diagnostic, puisque lui il me disait que j'allais mourir, et là je vois que je vais mieux, donc je sais plus où j'en suis. Donc, on appelle le médecin, le cancérologue, et on lui dit, voilà la situation aujourd'hui, elle veut sortir, elle aimerait bien refaire le point avec vous, elle n'est pas emballée à l'idée de prendre une chimiothérapie, parce que là, elle est un peu mieux, et en fait, son objectif à elle, c'est de, tant pis si elle ne vit pas longtemps, mais qu'elle puisse vivre ce bonheur-là. Et le médecin me dit au téléphone, ah ben alors là, ce n'est pas possible, il faut qu'elle reprenne la chimiothérapie. D'ailleurs, je lui avais dit, si vous arrêtez la chimiothérapie, vous allez mourir étouffé. Qu'est-ce qui se passait chez cette femme? Chaque fois qu'elle se mettait en difficulté respiratoire, elle se mettait elle-même en détresse respiratoire, elle se mettait à hyperventiler, donc elle n'oxygénait pas, et par angoisse, puisqu'on lui avait dit que si elle ne prenait pas le traitement, elle allait mourir étouffée, elle se mettait dans la situation de quelqu'un qui était en train de mourir étouffé. Vous voyez le poids du pouvoir médical et l'impact que ça peut avoir. Donc, du coup, on passe d'un côté de la ligne à l'autre, et ces mêmes médecins qui voulaient maîtriser, ils sont dans la même maîtrise en disant, vous avez un cancer, c'est un cancer du pancréas, c'est ça. Et petit à petit, on a vu des malades chez nous qui, en définitive, au bout de 4 mois, étaient toujours là, et ils nous disaient, mais est-ce qu'il y a une erreur diagnostique? On m'avait dit qu'il me restait 3 mois à vivre. C'est la vérité. Si vous aviez une maladie grave, est-ce que vous aimeriez connaître la vérité? Levez la main. Une courageuse, 2 courageuses, 3 courageuses. Et qui ne sait pas? Qui n'a pas envie de connaître la vérité? Voilà. Mais c'est un piège. La vérité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'information. C'est-à-dire qu'on a pour mission de donner l'information, et à partir du moment où l'information est donnée, on construit la vérité au jour le jour avec la personne qui est en face de nous. Quand c'est une patiente comme ça, elle rentre à l'hôpital pour une occlusion. Je parle un peu du cancer, tu m'en veux, on va revenir sur le VIH, t'inquiète pas. Et donc, c'est juste la gestion du temps, je ne maîtrise pas. Et donc, du coup, elle rentre à l'hôpital, fait une occlusion intestinale, on l'opère, on ouvre, cancer, on ferme, elle ouvre un œil, pof, elle a une chimiothérapie. Elle n'a même pas le temps de dire ouf, parce qu'on pense qu'il y a une urgence. Là-dessus, elle fait des problèmes à la chimiothérapie. Et on nous l'envoie à la maison Regardin en disant, ben, elle a fait une chimiothérapie, ça s'est très mal passé, donc on ne va plus rien lui faire, elle rentre chez vous, elle est en fin de vie. Elle arrive chez nous, elle encaisse le coup de toute cette histoire, et elle ne sait pas très bien s'il faut continuer, pas continuer, ce qu'il faut faire, quoi. Et puis elle va mieux. Quand elle va mieux, elle me dit, en définitive, moi, vu ce qui s'est passé avec la première chimiothérapie et tout, je vais mieux maintenant, j'en veux pas. Je vais sortir, et j'ai plus d'envie, c'est de faire, on avait appelé ça, le mauvais chat, ça va vous revenir, il y a des fêtards, la vie, enfin la grande vie, quoi. Et elle voulait aller sur la Côte d'Azur et aller dans les hôtels et profiter avec son compagnon et se faire les grands hôtels de la Côte d'Azur. Et j'ai dit, je vous demande juste une chose, promettez-moi que s'il y a des symptômes, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez toujours. Elle m'appelait, elle m'envoyait des bonbons, des machins et trucs. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez aller faire la tournée des Grands-Ducs? Voilà. Vous n'êtes pas très vif. Hein. Et donc, elle m'a fait la tournée des Grands-Ducs. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, vous savez, toute ma vie, j'ai été femme de chambre dans les grands hôtels. Je suis rentré dans la chambre d'Alain Delon, d'un tel. Et là, j'avais envie de le faire, avant de mourir, de faire ça en tant que cliente de l'hôtel. C'est sa vérité. Un jour, elle m'a appelé, elle n'allait pas bien, on l'a hospitalisée, mais ils m'ont sur la table d'opération. C'est sa vérité. Alors, si je reviens sur le VIH, c'est quoi cette histoire du VIH aujourd'hui? On a eu plusieurs étapes, et là aussi, je ferai des corrélations
avec les 3 types, en gros, de maladies que nous accueillons. Ils sont les malades atteints de sida, les malades atteints de cancer et les malades atteints de maladies neurologiques, comme la sclérose latérale amyotrophique, comme certaines maladies de Parkinson invalidantes, très invalidantes. Les choses ont beaucoup évolué. Et nous, on a évolué en fonction des patients. C'est-à-dire, on n'a pas proposé quelque chose qui pouvait être utile, on a construit quelque chose qui était nécessaire. Les premiers malades qu'on avait, ils nous disaient, ils étaient capables, plus que nous, de raconter leur histoire et l'histoire de la maladie. Il y avait un vrai partenariat, parce que des fois, on apprenait par eux un certain nombre de choses. On a appris par eux qu'il y avait les premiers traitements aux États-Unis. Et puis, on ne pouvait pas raconter d'histoire. Donc, du coup, on était vraiment, il y avait quand même une histoire, une relation qui se créait, qui était troublante, parce qu'on n'était plus dans cette position de médecin qui dicte quelque chose, mais vraiment dans une position de médecin qui accompagne la situation de la personne sans vraiment savoir où on allait. Et on était bien obligé de s'adapter à chaque situation. On a eu les premiers traitements. Ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune pour certains, mais on avait décidé que comme il y avait un traitement qui marchait, et comme on n'en avait pas assez pour tout le monde, eh bien on allait tirer au sort les gens qui allaient avoir droit au traitement et ceux qui n'allaient pas avoir droit au traitement. Vous imaginez bien qu'on s'était levé contre ça. On a refusé une chose pareille. Les médecins, les associations, je fais partie d'un certain nombre d'associations, on a lutté contre ça. Et un jour, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau et on parle de ça. Et je lui dis, mais c'était quelqu'un de très haut placé. Je lui dis, mais toi, avec ta position, bien sûr que tu vas avoir un traitement. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, jamais j'accepterai par ma position d'avoir un traitement que les autres n'ont pas le droit d'avoir. Donc ça, c'est la première phase, les traitements arrivent. En 1999, je préside une conférence internationale sur le sida à Paris, qu'on avait appelée, c'était une conférence pour tout ce qui pouvait se faire de façon extra-hospitalière. C'est-à-dire qu'on avait 40 pays représentés, et je vous assure que les moyens de communication, ce n'était pas comme aujourd'hui. On a récupéré des gens, 15 jours, on a passé jour et nuit pour envoyer des fax, tout ça, pour qu'ils puissent avoir leur billet d'avion et tout, parce que j'avais posé une règle, aucun directeur de programme ne serait financé, que les gens de terrain. Il n'y avait que des gens de terrain qui n'allaient jamais au congrès et qui voyaient les malades, qui étaient à côté d'eux, qui les soignaient, qui venaient, 40 pays représentés dans certains pays d'Afrique et tout. Et une ministre de l'époque, qui était la remplaçante de Kouchner, parce que Kouchner était au Kosovo, je ne me souviens plus le nom de cette dame, elle m'a foutu une pagaille dans le congrès. Parce qu'à un moment, vous savez qu'à cette époque-là, on disait un comprimé d'AZT, $1. Si vous donniez un comprimé d'AZT à une femme au moment de l'accouchement, on diminuait de 80% le risque de transmission à l'enfant. Et on n'avait pas les moyens de le faire. Et elle a dit, elle a parlé de la transmission materno-fatale, au lieu de parler de la transmission materno-fétale. Je peux vous dire que Acteur s'est levé. J'ai cru que mon congrès partait en vrille. Tout le monde a envahi la scène. Vous savez où j'étais. S'il faut une fois que le président du congrès, je vais me retrouver. Mais vous vous rendez compte? Ça vous intéresse ce que je vous raconte? Donc, petit à petit, l'évolution, ça a été quoi? On a commencé à traiter et voir des gens qui s'amélioraient. Moi, j'ai une patiente qui me le dit encore maintenant, parce qu'à chaque fois, elle me dit, ah, tu avais dit à mes parents que j'allais mourir, c'était il y a 20 ans. Je dis oui, mais nous, quand on a créé la maison, on s'est dit, étant donné qu'on est une association, on n'a pas accès au protocole thérapeutique. Donc, on a notre pharmacie, on l'a rattachée à l'hôpital d'Aix, et ça fait bientôt 30 ans que, maintenant, depuis quelques années, on est dans la légalité. Mais pendant plus de 20 ans, on était dans une situation illégale par rapport au code habituel de la pharmacie. Mais c'était important pour moi qu'on soit rattaché à l'hôpital pour que nos malades puissent avoir accès au protocole thérapeutique. Et tout ça n'était pas fait en cachette. Tout le monde disait, ben oui, la situation, elle n'est pas cadrée, elle n'est pas comme d'habitude, mais ça fonctionne, ça a du sens, et donc nos tutelles nous ont suivis. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque?
À cette époque, on a eu des familles qui, dans notre dos, gardaient les malades qui ne pouvaient plus avaler les comprimés. Parce que c'était la double peine. Pourquoi j'ai attrapé le VIH alors que peut-être que je n'ai pas fait tant de choses que ça, je n'ai pas couru tant de risques que ça. Et maintenant, il y a des traitements, il y a des gens qui vont mieux, je prends le traitement et je ne vais pas mieux. C'est insupportable. Insupportable pour les malades d'avoir cette double peine. Et c'est vrai que, du coup, nous, on a construit les soins palliatifs en n'annulant jamais le thérapeutique. Vous savez, dans les années 80-90, pour rentrer dans une unité de soins palliatifs, il fallait avoir renoncé au traitement. D'abord parce qu'il y avait peu de place, et puis c'était le principe. Vous ne faites plus de chimiothérapie, là, oui, vous entrez en soins palliatifs. Nous, on ne pouvait pas raisonner comme ça, parce que nos malades, ils venaient, ils avaient le VIH, c'était 90% de notre activité. On avait sur 12 lits, 10 lits réservés aux malades du sida et 2 lits réservés aux autres pathologies. Parce que je disais, le jour où cette maladie sera guérie, on pourra continuer, parce que ce n'est pas une maladie qu'on accueille. On accueille des gens qui ont une maladie. Ce n'est pas un toxicomane qu'on accueille. On accueille quelqu'un qui a un comportement addictif à la drogue. Parce que derrière tout ça, il y a toujours un individu différent. Et donc, je voulais qu'on soit ouvert. D'ailleurs, je me souviens, il y avait une structure qui s'appelait comme nous la Maison à Genève, qui a fermé dans les années 95-97, parce qu'ils n'avaient plus aucun malade qui allait chez eux. Et donc, les équipes ont dit, mais nous, on est habitués à accueillir des patients atteints de sida, on n'est pas habitués à accueillir d'autres patients. Nous, on a eu une période où on avait 0 malade atteint de sida. Et on a accueilli des malades atteints d'autres pathologies. Et on a continué à travailler parce qu'on accueillait des personnes et on n'accueillait pas une maladie. Donc, on a toujours eu une dynamique aussi curative, on va dire, mais traiter ne veut pas dire guérir. Quand vous aviez un malade qui avait une sérologie VIH positive, qui avait un sida, mais qui risquait de devenir aveugle parce qu'il avait une pathologie qui touchait l'œil. Mais il voulait qu'on fasse le diagnostic, qu'on fasse le traitement. Il y a certains patients qui me disaient, je peux avoir une ou deux maladies opportunistes, mais si j'en ai plus, c'est insupportable de mourir dans cet état-là. Je sais que je vais mourir, mais je veux mourir dans de meilleures conditions. Donc, il fallait faire de la recherche à chaque fois, un diagnostic, un traitement, utiliser des traitements lourds, des effets secondaires. Et là, on se pose la question aussi, avec tout le mal qu'on se donne, il a intérêt à prendre le médicament. Autrement, il ne vaut pas ailleurs. Parce qu'on avait un patient, vous savez, on lui donnait un antifongique. Et la gélule, elle était jaune. Et un jour, il était toujours assis dans le salon, au même endroit, à côté d'un pot de fleurs. Et on a vu des champignons jaunes pousser dans le pot de fleurs qui avaient exactement la couleur du comprimé. Voilà. Ça me revient comme ça, mais je n'avais pas pensé. Et donc, cette deuxième phase, ça a été une phase où il a bien fallu accompagner ces situations-là de gens qui voulaient les traitements à tout prix, même si ça n'avait plus de sens, tellement c'était dur d'avoir la double peine. Et puis petit à petit, tout le monde a eu accès au traitement. Et cette fille dont je vous parle, qui a été longtemps bénévole à la maison, qui n'est pas morte il y a 20 ans, elle avait une fièvre de 40 degrés. La famille était là. Franchement, on dit, mais franchement, on ne peut pas rien faire. Elle est en fin de vie, elle va mourir. Et on a essayé un dernier protocole thérapeutique qui venait de sortir. Eh bien, elle est toujours séropositive, elle est vivante, elle travaille, elle a une vie quasi normale. Ça veut dire quoi, palliatif, curatif? Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce que quelqu'un qui va mourir, il faut qu'on s'en occupe plus que quelqu'un qui est encore vivant. Chez nous, les gens ils sont vivants jusqu'au bout. Il y en a, il faut savoir qu'ils sont vivants. C'est pas tous facile. Et ça, ça me paraît important, de ne jamais décider à l'avance de la situation où on est et de pouvoir avoir cette capacité d'accompagner. Alors, avec les différents, je vais continuer sur le VIH quand même. Sur le VIH, donc on est cette période où il y a des traitements et on a une nouvelle phase qui est arrivée, qui sont ces malades qui ont une immunité qui est bonne et puis pof, ils ont un cancer, ils ont un lymphome, ils ont autre chose. C'est compliqué d'avoir pris un traitement pendant des années et puis de se retrouver à prendre une chimio et de continuer, de devoir encore être confronté à ça. Mais ils arrivent à guérir de leur lymphome, ils arrivent à guérir d'une histoire supplémentaire.
Vous savez qu'en médecine, quand on vous guérit d'une maladie ou quand on vous améliore d'une maladie, c'est simplement pour vous permettre d'en avoir une autre. C'est ça la vie. Hein. Et donc, du coup, on a agrandi la maison et on a dit il faut qu'on fasse des temps de répit, parce que les temps de répit, pour ces gens qui ont des durées de vie longues dans la maladie, il faut qu'ils puissent avoir un espace ressource. Il faut qu'ils puissent arriver dans un endroit et dire maintenant j'en ai marre, je ne veux plus prendre mon traitement, ça fait 20 ans, j'en peux plus. Et donc, du coup, on a agrandi la maison. Et là, même, on a ouvert des lits de long séjour soins palliatifs parce qu'on lutte contre quelque chose qui est la tarification activité. C'est-à-dire que la tarification activité, les 12 premiers jours, nous rapporte 6 000 €. En gros, 500 €. Que la personne décède au bout de 3, de 9 ou de 12 jours, c'est 6 000 €. Et à partir du 13e jour, c'est 400 € par jour, enfin un peu moins. Donc, on perd de l'argent. Donc, il y a des techniques pour ne pas perdre de l'argent. C'est le recrutement. Soit on ne prend que des malades pour lesquels on pense qu'ils vont mourir vite, soit au bout de 10 jours, on commence déjà à penser à la sortie. Donc, il y a des unités de soins palliatifs qui nous appellent pour dire écoute, on va être bientôt à 14-15 jours, est-ce que tu ne veux pas prendre le malade? Mais il est en soins palliatifs. Oui, mais bon, quoi, ma moyenne de séjour à moi, elle est quoi? Et puis, pour moi, c'est aberrant qu'on se décharge de la prise en charge d'un malade qui a déjà eu un accompagnement, qui s'est habitué à une équipe qui s'est habituée à lui, sous prétexte qu'il ne meurt pas dans les délais. Donc, nous, on lutte contre la notion de soins palliatifs terminaux. Les soins palliatifs ne sont pas terminaux. Les soins palliatifs, c'est bien en amont. Un patient qui a une tumeur cérébrale, ce n'est pas dans les 15 derniers jours qu'il pose des problèmes, parce qu'il est au fond de son lit, il peut rester chez lui s'il y a des aides. C'est bien avant, quand il se lève et qu'il se casse la figure, quand il va se foutre à poil dans la rue parce que sa tumeur est frontale. Donc la notion de soins palliatifs terminaux est une notion aberrante, inutile, contre laquelle il faut lutter. C'est pour ça qu'il faut lutter contre ces dossiers qu'on remplit comme ça et sur lui qui sont complètement impersonnels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces nouvelles lois? Ces nouvelles lois, elles sont le fruit de ce qu'on a vécu autour du VIH. C'est-à-dire qu'avec nos patients atteints de sida, il a bien fallu se comporter autrement. Il a bien fallu avoir un rapport d'égalité, au moins à un certain niveau. Et après, oui, la décision est médicale. Quand on parle de la sédation profonde et continue aujourd'hui, la décision est médicale. La collégialité, ce n'est pas une perte de responsabilité. C'est le médecin qui prendra la décision de faire tel ou tel traitement. Et ce n'est pas la même chose de dire, écoutez, c'est ce traitement-là qu'il faut faire, et puis vous êtes là pour m'écouter, ou qu'est-ce que vous pensez les uns les autres? Comment on va prendre une décision qui nous paraît la plus cohérente par rapport à ce que peut dire le malade quand il peut s'exprimer, par rapport à ce que peut dire une famille, par rapport à ce que peut dire une équipe. Et la notion de collégialité, ce n'est pas la déresponsabilisation. C'est pour répondre à votre question tout à l'heure, jeune homme, quand vous posiez la limite. Bien sûr que c'est le médecin qui va. Mais ce qui compte, ce n'est pas la décision finale. Ce qui compte, c'est tout le parcours qu'on fait jusqu'à la décision finale. C'est ça le plus important. Parce que la décision finale, peut-être qu'on va se tromper. Mais si le parcours a été juste, si on a été attentif à tout le monde, eh bien, on va essayer de prendre la meilleure décision. Mais à chaque fois, quand je demande à une famille comment vous sentez les choses ou à un malade, je dis toujours, écoutez, de toute façon, j'ai bien entendu, on a pris tous les éléments, mais c'est moi qui prends la décision in fine. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis quelqu'un qui a du caractère et je veux avoir le pouvoir. C'est ça? Ah oui, vous êtes d'accord avec ça? Parce que si ce qu'on fait se passe mal, c'est à moi de porter la responsabilité et pas une famille. Une famille qui nous dit, moi, je voudrais que ce soit comme ça. Et imaginez qu'on fait le soin qu'ils nous disent de faire et c'est une catastrophe qu'on fait. Ils vont se le reprocher toute leur vie. Donc, on reprend la responsabilité, on reprend les choses en main pour que notre décision, on porte la responsabilité, on la fait porter par les familles. Mais après, c'est compliqué la relation avec les familles. Vous savez, le nombre de fois où, parce qu'on va faire de la scopolamine à un malade, parce qu'il encombre. Le scoburène, c'est un médicament qui désencombre. La scopolamine aussi, mais la différence, c'est que la scopolamine, ça passe la barrière cérébrale, et donc ça endort plus. Le nombre de fois où on fait une scopolamine à quelqu'un qui est en fin de vie,
et il meurt un peu plus tard, il y a des familles qui nous ont dit on n'en peut plus de le voir comme ça, ils viennent. Merci docteur de nous avoir écoutés. En gros, on a fait ce qu'il fallait, on a poussé la seringue, on n'a pas fait ça. Donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir dans ces relations-là comme interprétation difficile. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre encore? J'en ai plein de choses à vous dire. Alors, je vais vous raconter des histoires récentes. Parce que ce qui est important, pour moi, c'est qu'on retienne l'ambivalence, ce n'est pas le pouvoir. C'est qu'on retienne le doute. Le pouvoir, c'est de la maîtrise. La demande d'euthanasie, la demande de suicidacité, c'est de la maîtrise. C'est légitime, mais c'est de la maîtrise. Et j'arrête pas de dire que la maîtrise, c'est une illusion. Est-ce que vous pensez, et l'ambivalence, vous connaissez l'ambivalence, l'ambivalence c'est quoi? C'est une contradiction assumée. C'est-à-dire que je veux vivre, si je suis bien, mais je veux surtout mourir si je suis mal. Et je veux les deux. Et donc, on n'est pas contradictoire, on est ambivalent. Mais dans votre vie amoureuse, affective, vous êtes jamais ambivalent. Vous n'avez pas un jour, vous avez envie de vous tirer et le lendemain de rester. Enfin, peut-être que vous êtes plus stable que moi. Mais l'ambivalence, c'est ce qui fait la vie. Et on est confronté à cette ambivalence en permanence. Donc, il faut pas la maîtrise, c'est dire, voilà, je voudrais que ça se passe comme ça et comme ça. Et ça me rassure. Alors là, je pense à un patient qui est VIH, qui est arrivé chez nous. Je sais trouver des situations qui correspondent. Et qui a une tumeur massive comme ça. Une grosse tumeur comme ça. Ce garçon, on se dit, mais dans l'état où il est, on met des mèches, des regards, enfin, c'est impressionnant. Mais comment il peut avoir envie de vivre? Il n'a pas envie de mourir, mais il n'a pas envie de vivre. Il a envie des deux. C'est-à-dire, si j'ai pas mal aujourd'hui, je peux encore attendre, je voudrais revoir ma famille et tout. Mais comme je ne veux pas qu'il me voit comme ça, je voudrais le revoir, mais je ne veux pas qu'il vienne. C'est compliqué, hein. Et puis, il s'aggrave. Et un jour, il va voir un spécialiste en spécialité du cancer qui lui dit, vous savez, on ne peut plus faire grand-chose et tout. Pour nous, on avait un peu préparé ça avec lui en disant, mais est-ce que vous pensez que c'est bien de toujours continuer? Comment vous sentez les choses? Ça vous fatigue? Et il revient, et je lui dis, alors, comment ça va aujourd'hui? Il dit, oh, je suis rassuré. Là, maintenant, je suis tranquille. Je dis, pourquoi? Parce qu'on m'a enfin dit la vérité. On ne me soignera pas, on ne me guérira pas. Donc maintenant, je sais ce qui m'attend. Je suis serein par rapport à ça. Je ne crois pas à la sérénité, mais en tout cas, je suis tranquille. Enfin, en tout cas, il était tranquille. Et on l'a accompagné dans ce chemin-là, en traitant les douleurs, quelles que soient les conséquences. Une petite réflexion sur la sédation profonde et continue. Vous savez, je suis très réactif à la décision de sédation profonde et continue. Je pense que quand on traite quelqu'un, il y a une évolution. Je n'aime pas quand on dit à partir de maintenant, on va faire une sédation profonde et continue. Je préférerais qu'on dise on est en train d'avancer, la situation nécessite qu'on donne plus de médicaments, quelles que soient les conséquences, parce que ça date les choses. Et on avait un malade SLA, c'était pas VIH, c'était SLA, et qui me dit le 17 mars, c'est l'anniversaire de mon fils, c'était pas cette année. Et il a des examens à passer cet été. Je voudrais avoir une sédation vraiment, il était à Paris, donc il était tout à fait en droit, on pouvait arrêter les traitements, l'endormir et arrêter les traitements. Et donc, pourquoi pas? Il me dit, il faudrait que ce soit avril, mai, pour qu'il ne soit pas trop perturbé ses examens et puis pas près de son anniversaire. On ne peut pas raisonner comme ça. Et puis, en plus, ça ne marche pas comme on veut. Parce qu'il est tombé amoureux, un amour platonique, de quelqu'un du personnel. C'est pas bien. Bon. Et aussi, elle avait l'air de affectif vis-à-vis de cet homme. Du coup, était moins pressé de mettre une date que moi j'avais refusé de donner en tout cas. Et puis au mois de mai, il peut aller à l'Opéra de Marseille, tout un foin pour qu'il puisse aller à l'Opéra avec matériel électrique, avec que le bruit du respirateur ne gêne pas les autres. Enfin, on a les places, on organise tout ça avec le directeur et tout.
Dans la nuit qui précède, il fait une détresse respiratoire. Et je dis à l'équipe, non, mais c'est l'angoisse et tout, mais il ne va pas mourir. Le dimanche soir, il refait une détresse respiratoire, et au staff, le lundi matin, on dit, tu sais, Jean-Marc, j'ai du mauvais coton, je dis. Et puis le mardi soir, je vais faire une conférence à Draguignan, puis en rentrant, je dis, je m'arrête quand même. Et là, on avait discuté déjà l'après-midi du fait que ça pouvait s'arrêter, et là, vraiment, il allait mal, et on en avait discuté l'après-midi, et je lui ai dit, bon, je crois que là, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que là, il faut vous endormir parce que vous faites détresse respiratoire sur détresse respiratoire. Je vois à quel point vous souffrez, qu'est-ce que vous en pensez? Sa famille était là. La soignante aussi avec qui il avait un lien, elle ne travaillait pas, elle était là. Et pour moi, c'est important qu'elle soit aussi. Et donc, on l'a endormi avec son accord, avec la famille. On a enlevé le respirateur et il a continué à vivre 3 heures. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les doses et vous poussez la string. Et on a attendu tous ensemble et on a partagé ce moment. Tout ça pour vous, il faut que j'arrête pour que vous puissiez poser des questions, pour vous dire à quel point le doute est important, à quel point l'ambivalence est importante. Et attention à ne pas vouloir être dans la maîtrise. Le seul défaut que peut avoir un médecin quand il a le pouvoir, c'est de vouloir être dans la maîtrise. Il faut être dans sa responsabilité et accepter que sa responsabilité soit tout le temps remise en doute et remise en question. Et j'arrête là, je vous raconter une histoire, une dernière. On reçoit une dame qui me dit, son fils me dit franchement, elle a toujours refusé la chimio, regardez dans quel état elle est, ça vaudrait le coup. Aidez-nous, il faut qu'elle prenne une chimio. Et on est convaincus, on dit oui, c'est vrai, il faut qu'elle prenne la chimio, c'est dommage, elle est bien vivante encore. Donc on discute avec elle, on crée une relation qui est assez chouette et tout. Elle me raconte une histoire de famille qui est assez complexe, femme de caractère, hein. Sur sa propriété, elle coupe les arbres, elle fait des bûches pour s'acheminer. Et j'arrive à la convaincre, pas que moi, toute l'équipe, hein, puisqu'on est une équipe quand même assez multidisciplinaire. On n'est pas multidisciplinaire, on est interdisciplinaire. C'est ce qui fait la différence. Hein. Vous savez ce que ça veut dire. Et elle accepte. Et donc, on prévoit la chimio. Elle est morte au bout de 2 mois de séjour chez nous, parce que nous, on ne les met pas dehors au 15e jour, hein. Même s'ils ne rapportent pas plus, on leur demande de payer le complément s'ils veulent rester. On ne parlait pas, bien sûr. Eh bien, dans les 2 mois, et au bout desquels elle est morte, elle n'a pas eu une seule franchise. Elle s'est toujours débrouillée pour que la chimio n'ait pas lieu. Et nous, on s'est toujours débrouillé pour lui faire croire qu'on voulait qu'elle la fasse et accepter qu'elle ne la fasse pas. Faites du théâtre un peu de temps. Merci. Un commentaire. Je pensais à toi, Jean-Robert Harley, que vous connaissez, médecin interniste. Tu m'avais parlé parfois aussi chez les jeunes médecins de ce besoin de dire très rapidement au patient que sa situation s'est dégradée au regard des examens. Et tu m'avais expliqué que quand même, c'est pas parce qu'on connaît un bilan assez sombre qu'il faut réagir de façon assez impulsive et immédiatement transmettre l'information aux patients. Je pense à ça parce que à un moment donné, c'est ce que tu disais, Jean-Marc, on passe du pouvoir médical, je ne vous dis rien, rétention d'information. Et on bascule dans l'extrême. Voici, vous allez mourir dans 3 mois et je dois vous en parler très vite. Attention au virus, c'est jamais. J'ai tout donné. Merci, tu me lances effectivement sur un sujet qui évidemment est passionnant. Jean-Marc Lapiana, il nous parle de médecine humaniste. Il est passé par plusieurs étapes. Moi aussi, j'ai presque son âge, un peu moins peut-être. Il était effectivement jeune médecin. Et jeune médecin, on arrive en ayant des certitudes.
on est puissant parce qu'on sait. En tout cas, on croit savoir. Et ça tombe bien parce que, au passage, en appartement, on disait ça ensemble. Les gens viennent vous voir parce que ils viennent vous voir parce qu'ils croient que vous savez. Ils viennent vous demander qu'est-ce que j'ai, et vous, initialement, effectivement, si vous trouvez quelque chose, vous le leur dites, parce qu'en même temps, émotionnellement, ça vous décharge. En fait, ce que je crois de beaucoup d'histoires, hein, comme Jean-Marc Lacana, sur cette relation médecin-malade, de ces confrontations d'un malade à la vérité, on a parlé. Effectivement, moi je plaide comme toi pour dire qu'une vérité, c'est une vérité progressive, que ce n'est pas une vérité brutale. Et que, en somme, encore une fois, je pense qu'on blanchit sous le harnais, on prend progressivement des façons de verrer les éléments progressivement. J'aime bien le terme d'incertitude aussi, parce que on a décidé à la faculté, par exemple, d'appeler ça la faculté des sciences médicales. Bon, il y a des scientifiques. Pardon, et paramédicales aussi, mais tu as raison. Mais moi, on ne m'a pas demandé mon avis pour dire ça, parce que franchement, je ne vais pas dire. On n'est pas des scientifiques. Pour partir, on se sert de ce que les avancées scientifiques nous donnent. Jean-Marc nous explique qu'on a vu arriver le rétrovir c'était 85. Non, 92. 92, c'était la trithérapie. Non, 97. 97, trithérapie. Bon, j'en dis un peu. Mais effectivement, il y a des avancées considérables. Ce n'est pas nous qu'on les a trouvées, ce n'est pas les médecins, c'est les chimistes, c'est tous les gens qui modèlent. Et nous, avec ces outils, on essaye d'humaniser les choses. On n'est pas toujours des scientifiques. Et encore une fois, on gère avec les patients cette incertitude quant à leur devenir. Les exemples que tu prends sont exemplaires, enfin, parce que tu dis qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand je regarde quelqu'un qui va pas bien ou qui a une maladie, je suis incapable de lui dire s'il en a pour 3 mois, pour 6 mois, pour 3 ans, parce que je ne sais pas. Alors, quelquefois, que ce soit eux-mêmes ou que ce soit leur famille, ils vous réclament des choses. Ben, voilà, c'est violent hein, la médecine. Hein, c'est violent pour les patients, parce qu'effectivement, ils voudraient qu'on soit certain. C'est bien, on est certain, hein, mais quand vous n'avez rien, vous n'avez rien. Mais j'aime beaucoup ta petite phrase en disant on termine une maladie pour pouvoir en emmener une autre. C'est quand même. Au débat, ce que je souhaite à tout le Non, monde. non, c'est ce qui se passe en effet. Voilà, donc je fais du commentaire, je ne fais pas de questions. Oui, c'est partage volontiers. C'est un grand plaisir d'entendre la façon d'aborder effectivement le pouvoir médical ou l'absence de pouvoir ou l'incertitude. Voilà, merci. Alors, je vais faire une critique à ton propos. Tu veux bien? Je ne peux pas. Et quand tu parles des jeunes médecins, en fait, nous, on a des internes régulièrement, et tu sais que nous n'avons pas plus que des internes, puisque les personnes de l'université ne nous reconnaissent pas pour avoir des assistants, ce sera un autre débat. Mais on a des internes, franchement, je suis impressionné par leur qualité. Parce que, d'abord, peut-être qu'il y a un biais aussi de choix au départ, puisqu'ils ne viennent pas là par hasard. Et vraiment, il y a une pertinence dans la relation. Là, on a une interne en ce moment que je vais recruter à la fin de ses études, je ne la lâche plus, tellement je peux lui accorder toute ma confiance et tu sais à quel point je lâche peu les choses. Et par contre, il y a des vieux médecins, franchement, il vaut mieux qu'ils prennent leur retraite, je ne parle pas de nous, bien sûr, mais parce qu'à un moment ou à un autre, ils sont tellement ancrés dans leur positionnement qu'ils ont beaucoup de mal pour changer leur position. Alors, tu m'as fait le plaisir de parler de mon âge. Et dernièrement, il y a un article dans un journal qui s'appelle, je ne sais plus comment, je sais plus.
Et il y avait 5 pages sur la maison, elle est venue faire un reportage et tout, et elle marque le docteur Lapiana, qui a près de 70 ans, continue à travailler. Et là, franchement, moi qui essaie de dire à tout le monde que j'ai beaucoup moins, j'étais très vexé que ce soit dit dans un journal. Juste une remarque, tu dis la vérité, ça n'existe pas. Dans l'exemple que tu as choisi, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais si quelqu'un est séropositif, c'est vrai ou c'est faux. Hein, la vérité a un sens comme ça. Alors, juste, ça, tu vas réagir sur ce point terminologique et puis peut-être profiter pour me dire si vraiment les résultats en séropositivité sont parfaitement exacts ou est-ce qu'il y a un risque d'erreur? Est-ce qu'il y a eu des erreurs par le passé? Il y a eu des erreurs, surtout dans les premières époques, il y a eu des erreurs et des erreurs catastrophiques. Moi, je pense à un patient, par exemple, à qui on a donné un diagnostic de séropositivité. Et comme à l'époque, on disait que la javel tuait le virus, je ne fais pas de corrélation avec le Trump, mais donc il buvait de la javel pour tuer le virus et il s'est brûlé complètement l'œsophage. Et en fait, on a découvert qu'il n'était pas séropositif, c'était une erreur de laboratoire. Donc, oui, il y a des erreurs comme ça qui existent. Après, sur la notion de vérité, je n'ai pas développé. Ce que je voulais, c'était faire la corrélation entre statistique et vérité, en fait. Une statistique, on se sert souvent d'une statistique pour dire quelque chose à quelqu'un, mais quand ça te concerne, c'est du 100%, c'est plus du 30, du 40 ou du 80%. C'est en ce sens-là que la statistique ne peut pas être la vérité de ce que va dire la personne. C'est pour ça que je mets plus l'accent sur la notion de comment on peut être le plus vrai possible. Mais comme le disait Jean-François Mathilde, peut-être toi aussi tout à l'heure, c'est qu'on a aussi nos émotions, nos difficultés, et on n'est pas toujours égal à nous-mêmes face aux gens. C'est compliqué. Il me semble que, pour la vérité, Hélène, tu peux peut-être te lever deux. Ce sera la dernière. Merci. Sur la vérité, dans vos propos à tous les deux, en fait, ça rejoint ce qui existe dans le raisonnement juridique. C'est-à-dire que la vérité, avec la vérité des faits, il y a les stades qui parlent, mais ce n'est pas parce que les stades parlent qu'elles sont raisons, c'est la construction d'une vérité judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait, au final, qui est la vérité des faits, c'est celle qui a été co-construite par les avocats, par les procureurs, par le juge, par les témoins. Et donc, il n'y a pas d'autre forme de vérité que celle-là. C'est-à-dire, grosso modo, ce que je comprends dans ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a une forme de cheminement dans le diagnostic médical qui se fait avec le patient et une forme de cheminement vers une co-construction, ce qui était assez net dans votre propos, une co-construction vers le chemin thérapeutique, en fait. Le diagnostic, ce n'est pas le début, en fait. C'est un prolégomène à cette construction. Oui, je pense que cette terminologie est importante parce que vous y mettez une temporalité. Mais je dirais que autant cracher un diagnostic à la tête de quelqu'un, c'est abominable. Autant progressivement expliquer les choses. Il n'est de vérité que ce qu'on peut entendre à un moment donné. Et je dirais que c'est dans toute communication, c'est un peu ça. Et on apprend ça un peu à nos étudiants, mais on les emmène avec nous pour leur dire je vais aller faire une annonce, viens voir. Et de façon à dire, on sort de la chambre, mon étudiant dit mais vous avez dit la moitié des choses. Ben oui, je vais retourner effectivement demain, on verra la suite. À mesure que les gens vont interroger, je pense qu'il y a le cheminement de la vérité n'est pas obligatoirement quelque chose de brutal. Voilà, c'est pas la vérité sur le champ. Voilà. Juste un petit mot sur les juristes, pardon. Juste un petit mot sur les juristes, parce que c'est quand même. Vous voyez, quand on a eu la question de la sédation profonde et continue, qu'il y a des juristes qui ont eu la tentation de nous dire que la sédation profonde et continue ne pouvait exister que 15 jours avant de mourir, c'est une notion de temporalité qui est un peu dangereuse. Donc, méfions-nous de tout le monde, dans tous nos métiers, les médecins et les juristes, il y en a qui raisonnent un peu mieux que d'autres. Non, mais là, je parlais de oui, mais je sais bien. Quand il y a une co-construction de la vérité par rapport à c'est la théorie, il y a une co-construction de la vérité progressive et à la fin, elle est ce qu'elle est. Et finalement,
c'est le patient comme le condamné. Il va faire le chemin qu'il a à faire avec cette réflexion. Alors, le mot de la fin ira. Je ne sais pas si c'est celui de la fin, mais en tout cas, d'abord, merci beaucoup pour ces récits de cas. Et effectivement, ils sont tous individuels. Moi, ça m'a renvoyé un article que j'ai lu récemment dans le New England Journal, qui est un médecin qui rapportait son expérience justement avec un patient du sida. Alors, ça faisait écho au problème qu'on a rencontré avec la vaccination, mais il racontait le cas d'un patient qui était un patient de la rue, un SDF, qui avait eu une vie assez, qui était assez instruit, mais de lui-même. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, il n'avait pas beaucoup d'argent, il vivait dans la rue. Et il refusait absolument, donc il était séropositif et il refusait catégoriquement de prendre le traitement qu'on lui proposait, qui était a priori efficace, et il disait non, telle unité nationale, on enrichit les laboratoires, de toute façon ça ne marche pas, etc. Et donc il avait rencontré des dizaines de médecins, et le médecin qui raconte l'histoire dit qu'il se confronte à la même problématique et qu'il s'est positionné un petit peu de façon inverse. Il me raconte et il dit, mais je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur pense que ça ne marche pas, pense qu'on enrichit le laboratoire, et au point de se mettre en danger, etc. Et il s'est mis un petit peu à sa place, et il est revenu sur quelque chose dont a parlé M. Mathilde, qui est le lien indispensable à toute réussite d'une prise en charge, qui est la confiance. Et il dit qu'il n'a pas confiance parce que ce monsieur, on ne lui a jamais fait confiance dans le système, il n'a pas eu réussi ses études, il n'a peut-être perdu un emploi, il est à la rue, il n'a pas les aides sociales, peut-être qu'il a le droit, mais il n'arrive pas à les avoir, et donc il a confiance en rien, et donc pas en ses traitements. Donc il est retourné voir le patient, c'est comme ça qu'il raconte encore une fois, et il dit je comprends que vous ne croyez pas que ça marche, moi non plus, je n'ai pas vérifié, et je ne sais pas, effectivement, je vous dis ça, mais moi je ne sais pas non plus si ça marche. Vous avez raison de douter, parce qu'effectivement, les multinationales ont de l'argent, etc. Et il dit, par contre, je voudrais que vous me croyiez, parce que j'ai déjà donné ce traitement à des médecins qui ont des maladies, et ça les a améliorés. Et après une semaine, le monsieur est revenu et lui a fait confiance et a pris le traitement et s'est amélioré. Et c'est, pour revenir donc sur deux choses, la confiance qui est vraiment indispensable, et puis les individus. Chacun, effectivement, est ce qu'il est. Et il faudra aborder les choses de façon différente en fonction des personnes qu'on a en face. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Je crois que c'est une très belle conclusion de cet après-midi. Encore un grand merci à Jean-Marc de nous avoir partagé son expérience sans dramatisation, avec gravité, mais aussi avec humanité. Et je vous remercie aussi à tous d'avoir participé jusqu'à la fin. J'espère vous revoir bientôt à l'espace éthique.